Bonjour tout le monde, en anglais. Hi everyone, thanks for coming for this Forum Numérica seminar. So as you know, this is the seminar series of the Academy of Excellence Needs Networks, Information and Digital Society. So we have from like once a month or so one such seminar, and we'll be welcoming next week, on November 30, Ha Dong Fang. And today we will be hearing the seminar of Tristan Cazenave. We're very happy to welcome him. So Tristan is a professor of artificial intelligence in LAMSAD, University Paris-Dauphine, PSL, and CNRS. He works on Monte Carlo search and deep reinforcement learning for games and optimization. He defended a PhD thesis on machine learning for computer Go in 96 at Sorbonne University. And so he will be discussing today about Monte Carlo search. Thank you. Thank you. So in English, je suis plus à l'aise en français, mais s'il y a quelqu'un qui préfère en anglais, je fais en anglais. We have one English speaker. Ok. Bon, bah, je vais faire en français parce que c'est quand même plus. Enfin, c'est plus facile pour moi et je serai plus à l'aise. Donc, on est parti en français. Hein. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah, je vais vous parler de recherche Monte Carlo. Recherche Monte Carlo, ça parle de différents algorithmes. Donc, on va voir l'algorithme qui est initialement celui qui a été utilisé pour les jeux et qui s'appelle Monte Carlo Tree Search. Et puis après, on va voir d'autres algorithmes qui sont adaptés à d'autres problèmes, qui sont des Monte Carlo imbriqués, donc des Monte Carlo qui utilisent le Monte Carlo pour s'améliorer. Donc le Nested Monte Carlo Search et Nested Rollout Policy Adaptation qui fait de l'apprentissage de politique de play-out. Et puis après, je parlerai des jeux avec AlphaGo, AlphaGo 0, Athénan et AlphaNu. Donc Monte Carlo Tree Search, c'est le meilleur algorithme pour de très nombreux jeux à information complète et à 2 joueurs depuis 2007. Donc il y a une compétition qui s'appelle la compétition de General Game Playing où on fait jouer des IA entre elles à des jeux qu'elles ne connaissent pas à l'avance. Et donc depuis 2007, toutes les compétitions ont été gagnées par la recherche arborescente Monte Carlo, donc le MCTS. Et en 2016, AlphaGo, qui a battu le champion du monde de jeux de Go, il utilise la recherche Monte Carlo combinée avec du deep learning pour jouer aux jeux de Go. Et donc après, avec AlphaZero, ils ont généralisé ça aux échecs et aux shogi. Et en Mu0, qui est la suite de ces algorithmes, ça a fait aussi des jeux Atari. Et puis depuis, il y a eu plein d'autres applications. Donc l'algorithme de recherche arborescente Monte Carlo qui est utilisé dans AlphaZero, il s'appelle PUCT. Donc c'est un algorithme avec un prior, c'est-à-dire que le réseau de neurones, il donne une politique qui dit une probabilité pour chaque coup d'être le meilleur. Donc le Deep Reinforcement Learning, ça fait ce truc-là, c'est-à-dire que ça fait des réseaux de neurones qui donnent une politique et une évaluation. Donc la politique, c'est la probabilité pour les coups, et l'évaluation, c'est la probabilité de gain pour un des 2 joueurs. Donc le Monte Carlo, ça se combine bien avec le Deep Learning pour jouer à des jeux compliqués. Donc en 2006, ça a été le début. Enfin, alors, moi, j'avais commencé à faire de la recherche Monte Carlo en 2000. À l'époque, on faisait surtout des play-out. En 2006, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 2 articles. L'article de Coxis et Sebasvari sur UCT, qui utilisait un bandit pour choisir le prochain coup à jouer dans les états déjà visités. Et il y a eu l'article de Rémi Coulon qui développait aussi un arbre avant les play-out en utilisant ce qui n'était pas un bandit théorique comme UCB, mais qui était quelque chose qui balançait exploration et exploitation. Et donc 2006, UCT, c'est un article théorique. Rémi Coulon, il avait fait un programme de Go sur un petit damier qui était du Go 9.9 et il a gagné les Olympiades en Go 9.9 avec cet algorithme. Et donc à partir, donc l'algorithme, ça utilise le bandit UCB. Donc le bandit UCB, c'est quelque chose qui
fait de l'exploration-exploitation, c'est-à-dire qui va regarder les branches prometteuses plus souvent, mais qui ne va pas oublier celles qui sont un peu moins prometteuses en les explorant de temps en temps. Donc le principe, c'est des parties aléatoires. On fait des statistiques sur les parties aléatoires et on utilise un bandit pour choisir entre les différents coups. Donc le bandit UCB, c'est ce truc-là. Donc on a WI, c'est le nombre de gains qui commence par le coup numéro I, et NI, c'est le nombre de play-out qui commence par le coup I. Donc WNI sur NI, c'est la moyenne des play-out qui commencent par le coup I. Et à ça, on rajoute un terme d'exploration, donc qui est le terme UCB, qui est une constante fois racine du log de nombre total de play-out du nœud divisé par le nombre de play-out du coup I. Donc c'est un bandit qui a été dérivé théoriquement, et il se trouve que c'est celui qui donnait les meilleures performances sur les problèmes comme le jeu de Go en 2006. Donc c'est souvent représenté comme ça, la recherche arborescente Monte-Carlo et UCT. C'est-à-dire qu'on a un arbre, donc l'arbre, c'est l'ensemble des états qu'on a déjà visités. Et pour chacun de ces états, on a des statistiques pour chacun des coups possibles dans les états. Donc là, c'est les arêtes de l'arbre. Donc la première chose, c'est la sélection. Donc on va utiliser le bandit pour jouer les coups qui maximisent le bandit. Donc là, UCB dans le cas du CT. Et on arrive à une feuille de l'arbre. Donc on rajoute une feuille et on fait une simulation à partir de cette feuille qui donne un résultat. Donc dans le cas des jeux, c'est gagné-perdu. Et on utilise ce résultat gagné-perdu pour mettre à jour les statistiques des nœuds par lesquels on est passé dans l'arbre. Et donc voilà, après on recommence, on descend, on ajoute une feuille, on fait un play-out, on met à jour les statistiques, et on fait ça de manière itérative un grand nombre de fois. Et donc à la fin, on choisit l'action qui a été la plus simulée, parce que c'est le choix le plus robuste pour choisir l'action qui est a priori la meilleure qu'on ait trouvée. Ok. Donc alors, il y a un algorithme en 2007 donc c'est l'année après UCT, donc UCT c'était 2006. 2007, il y a eu REV, donc c'est Sylvain Gelly, David Silver, qu'on fait un truc, donc REV, ça veut dire Rapid Action Value Estimation. Ça combine les statistiques qu'on a dans UCT, c'est-à-dire la moyenne des parties qui commencent par un coup, avec les statistiques AMAF, c'est la moyenne des parties qui contiennent un coup. Donc il y a beaucoup plus de parties qui contiennent un coup n'importe où dans la partie que de parties qui commencent par ce coup. Donc les statistiques AMAF, elles donnent des résultats plus rapidement que les statistiques usuelles. Et donc REV, l'idée, c'est de combiner statistiques AMAF et statistiques normales. C'est-à-dire quand il y a peu de play-out, on met plutôt AMAF, et quand il y en a beaucoup, on revient sur les statistiques usuelles. Et donc c'est une très grosse amélioration par rapport à UCT. Et donc en 2007, l'état de l'art, c'était plus UCT, c'était REV, en tout cas au jeu de Go. Enfin, tous ces trucs-là, ça a commencé au jeu de Go, et puis après, ça a essaimé sur plein d'autres domaines. Après, donc en 2015, j'ai fait un truc qui s'appelle Grève, donc Generalized Rêve. L'idée, c'est simple, c'est quand on n'a pas beaucoup de parties aléatoires, même les statistiques AMAF, elles ne sont pas très précises. Donc l'idée, c'est d'utiliser un ancêtre, les statistiques d'un ancêtre, plutôt que les statistiques du nœud dans lequel on est, pour biaiser les choix des coups à essayer dans l'arbre. Et ça permet, en utilisant des statistiques un peu plus haut dans l'arbre, d'avoir un très net gain en termes de performance pour les algorithmes qui l'utilisent. Donc ça a été testé sur le Go, sur Atari Go, Nice Road Domineering, enfin sur pas mal de jeux. Ça donne de bien meilleurs résultats que REV. Et c'est l'état de l'art en General Game Playing. Donc General Game Playing, c'est le truc dont je vous parlais, où on joue à des jeux qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc c'est un algorithme général qui marche bien pour n'importe quel jeu, et qui est le meilleur algorithme qu'on connaisse pour jouer à un jeu si on n'a pas d'informations sur ce jeu avant d'y jouer. Alors après, il y a PUCT. Donc PUCT, c'est l'algorithme, c'est le bandit qui est utilisé dans AlphaGo, AlphaZero et ses descendants. Donc là, contrairement au General Game Playing, on s'est entraîné très longtemps sur un jeu. Donc on a un réseau de neurones qui nous donne une politique et une évaluation. Et UCB, donc c'est ce bandit-là. Là. Donc c'est une constante fois le prior, donc la probabilité de l'action A dans l'état S, multipliée par donc la racine du nombre total de play-out divisé par le nombre de play-out du coup A. Donc il est différent de UCT, de REV et des autres, et parce qu'il utilise un prior qui est donné par un réseau de neurones qui est un truc très fort, qui dit a priori quels sont les coups à éviter, quoi.
Donc ce bandit-là, c'est le plus utilisé actuellement quand on utilise du deep reinforcement learning et des réseaux de neurones, et qui donne de bien meilleurs résultats que les autres parce qu'il est très informé sur le jeu. Après, il y a d'autres bandits. Donc, le bandit UCB, ça minimise ce qu'on appelle le regret cumulé, c'est-à-dire la somme des regrets des coups qu'on a déjà choisis. C'est pas exactement ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut, c'est choisir le meilleur coup à la fin. Et donc, choisir le regret du meilleur coup à la fin, ça s'appelle le regret simple. Et il y a des algorithmes comme sequential halving qui, théoriquement, minimisent le regret simple. C'est-à-dire minimisent le regret de ne pas avoir choisi le bon coup à la fin de l'algorithme. Donc, le principe de sequential halving, c'est très simple. On a un budget de play-out à faire, donc de coups à essayer. On essaye tous les coups un certain nombre de fois, et puis au bout d'un certain temps, on prend la meilleure moitié, on redonne des play-out à cette meilleure moitié, et on continue comme ça en divisant par 2 le nombre de coups à essayer, jusqu'à arriver au dernier coup qui est celui qu'on va choisir à la fin. Donc si on regarde sur un arbre ce que ça fait, donc au départ on a 0 play-out pour chacun des 4 coups possibles. Donc on donne 8 play-out à chacun des 4 coups. Donc celui-là, il en a gagné 2 sur 8, celui-là 8 sur 8, celui-là 6 sur 8, celui-là 7 sur 8. Donc on prend les deux meilleurs, ceux qui ont les deux meilleures moyennes, on leur redonne des play-out, et finalement on prend celui-là qui est celui qui a le plus de gains à la fin. Donc c'est assez simple, et ça a de bonnes propriétés théoriques. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas super bien. Alors, sequential halving, donc ça minimise le regret simple. Donc ce qu'on doit faire, c'est ce qui marche bien, c'est de faire sequential halving à la racine de l'arbre, là où on va choisir le coup à la fin, et de faire du regret cumulé plus bas dans l'arbre, c'est-à-dire un bandit où on fait des choses différentes suivant qu'on est à la racine ou à l'intérieur de l'arbre. Donc, une combinaison qui fonctionne mieux que sequential halving tout seul ou que UCT tout seul, c'est faire sequential halving à la racine et UCT plus bas dans l'arbre. Et donc, il y a 2 ans, j'ai un étudiant, donc Nicolas Fabiano, qui a fait SHUS, donc c'est Sequential Halving Using Scores. Donc, c'est le HAMAF qui était utilisé dans Rêve. Là, on peut l'utiliser avec le bandit. Donc, au lieu d'avoir juste la moyenne comme dans Sequential Halving, on a la moyenne avec un biais qui sont les statistiques AMAF. Et ça donne de meilleurs résultats que Sequential Halving ou que UCT tout seul. Donc c'est un papier qu'on a publié en 2021. Voilà, donc il y a pas mal de travaux sur les bandits et sur des combinaisons de bandits qui donnent des résultats qui sont meilleurs que les bandits simples. Et donc, ouais, alors sur les applications, le genre de trucs sur lesquels on travaille en dehors des jeux, c'est par exemple la démonstration automatique de théorème. Donc, quand on fait de la démonstration automatique de théorème, donc là, on a repris, par exemple, là, il y a un papier qu'on vient de sortir, où on a repris Holophrase. Donc, Holophrase, c'est un truc qui fait des réseaux de neurones qui évaluent les branches développées dans la démonstration de théorème. Donc, quand on fait de la démonstration de théorème, on a un arbre EOU, c'est-à-dire quand on cherche à démontrer un théorème, il faut démontrer tous les sous-théorèmes pour le montrer. Et quand on est dans un EOU, on a le choix entre plusieurs branches dans lesquelles aller. Le principe, c'est comme quand on résout un jeu, c'est de trouver la solution qui renvoie à la racine, c'est-à-dire qui prouve complètement le théorème. Donc les algorithmes qui résolvent exactement les jeux, ils peuvent être utilisés pour la démonstration automatique de théorèmes. Et donc là, Holophrasme et Tacticto, ils utilisent la recherche arborescente Monte-Carlo, donc les algorithmes de jeu, pour montrer des théorèmes. Donc, alors après, là, on a amélioré sur ce truc. Donc, c'est un papier que je vais présenter à la fin du mois là, sur l'amélioration du Monte-Carlo pour optimiser la démonstration de théorème. Donc, c'est le genre d'application sur lesquelles on travaille. Donc là, c'est la comparaison des différents algorithmes. Donc, c'est différents bandits. En abscisse, on a le nombre total de play-out qu'on fait. Et en ordonnée, on a le nombre de théorèmes qui sont prouvés dans la base Holophrasme, mais qui en comprend 200. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bandit original là, dans notre dernier papier, qui, Holophrasme,
c'est ce truc-là. Et voilà, notre bandit, il est un peu au-dessus en termes de nombre de théorèmes prouvés. Donc voilà, il y a toujours de la recherche sur améliorer les bandits pour optimiser la résolution. Donc ça, c'était voilà. Donc c'était pour montrer que la recherche arborescente Monte-Carlo, ça vient des jeux, mais qu'il y a des applications différentes des jeux. Donc la recherche Monte-Carlo, c'était 2006. Donc là, je vais vous parler de Neston Monte-Carlo Search, qui est un truc qui date de 2009. Donc le principe de Neston Monte-Carlo Search, c'est d'utiliser la recherche Monte-Carlo pour améliorer la recherche Monte-Carlo. Donc l'idée, là, c'est par exemple, on est à la racine de l'arbre, là, on a 3 choix possibles. Donc après chacun des 3 choix possibles, on fait une partie aléatoire qui nous donne un score à la fin. Donc là, on suppose qu'on veut maximiser le score total. Donc on choisit ici le coup qui est à droite, parce que c'est celui qui est associé à la partie aléatoire qui a le plus grand score. Donc on joue ce coup, et puis il y a de nouveau 3 coups possibles. On fait des play-out, on prend celui du milieu qui ramène 30, et on continue comme ça. Donc faire ce truc-là, c'est meilleur que faire juste des play-out. Et ça avance dans le play-out de niveau 1 en faisant des play-out aléatoires. Et donc le play-out de niveau 1, c'est le Neston Monte Carlo Search de niveau 1 par rapport au play-out aléatoire. Et donc l'idée de Neston Monte Carlo Search, c'est de faire ça à différents niveaux de récursion. C'est-à-dire que le Neston Monte Carlo de niveau 2, il va utiliser des play-out de niveau 1 pour se diriger dans l'espace de recherche. Donc on peut faire autant de niveaux qu'on veut au Monte Carlo imbriqué. Donc les applications de ce truc-là, donc en 2012, c'était David Kinney qui l'appelait Stack in the Box. Donc le Stack in the Box, c'est un problème de théorie des graphes où on a un hypercube de dimension n et puis on veut trouver le plus long chemin possible dans cet hypercube de dimension n. Donc ça a des applications en théorie des codes, en topologie de réseau. Et en 2012, donc c'est un article écaille, Kinney, il a battu les records du monde en utilisant la recherche à Monte Carlo imbriqué, donc le Neston Monte Carlo Search, sur ce problème-là. Après, il y a eu d'autres applications. Là, j'ai un doctorant qui a fait du perfect rectangle packing. Donc, là, il utilisait un réseau de neurones pour un prior, et puis il faisait la politique du nested avec le prior, et il a eu pas mal de résultats avec ça. Un truc qu'on a fait cette année, c'est la rétrosynthèse. Donc, c'est trouver l'ensemble des réactions qui permettent de synthétiser une molécule. Donc là aussi, c'est un arbre EO. Et on a fait du MCTS pour faire ce truc-là. Donc il y a un papier qui avait utilisé du MCTS, donc c'est un papier Nature en 2017. Ça s'appelait AlphaShone. Et ça a été repris par les gens d'AstraZeneca, donc qui ont fait un Monte Carlo qui s'appelle IZIT Finder. Donc utiliser un réseau de neurones pour dire a priori quelles sont les réactions intéressantes, quelle est la décomposition intéressante pour trouver ce qu'on appelle une route qui permet de synthétiser la molécule. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris IZIT-Finder, qui est un truc open source, et on a testé les algorithmes de Monte Carlo sur IZIT-Finder. Donc le résultat, c'était ça. Donc là, vous avez le MCTS de IZIT-Finder, donc c'est le truc bleu. Donc là, vous avez le temps pendant lequel il fait sa recherche. Et en abscisse, c'est le nombre de molécules qu'il a réussi à synthétiser au bout de ce temps. Donc le MCTS de IZIT-Finder, il se débrouille plutôt bien dans les temps courts, et puis après, il sature un peu. Alors que le Neston Monte Carlo, il progresse jusqu'au plus haut niveau, donc en 1000 secondes à peu près, où il arrive à résoudre 35-36 molécules. L'autre algorithme qu'on a utilisé, c'est un algorithme vraiment naïf, c'est Greedy Best First Search. Donc c'est le truc qui va développer la feuille qui est la plus prometteuse à chaque fois. Donc il se débrouille très très bien au début, et puis après il sature un peu, quoi. Donc voilà, donc on a testé le nested sur ce truc-là de rétrosynthèse de molécules, et ça a donné de bien meilleurs résultats que le Monte Carlo de AstraZeneca. Donc voilà, il y a des applications différentes dans la chimie. Une autre application sur laquelle j'avais travaillé, c'était en 2020, c'était le repliement inverse de l'ARN. Donc l'idée, c'est qu'on a un repliement qu'on veut atteindre avec une molécule d'ARN, et on ne sait pas quelle est la séquence de nucléotides qu'il faut choisir pour que la molécule se replie dans cette forme prédéterminée.
Il y a une base qui s'appelle Eternascent, donc c'est les gens de Stanford, ils ont fait un jeu vidéo en ligne où les internautes s'amusaient à créer des molécules qui avaient des formes amusantes. Donc là, par exemple, là vous avez l'étoile filante. Donc le but, c'est que vous avez une étoile filante et il faut trouver la molécule qui se replie dans la forme de l'étoile filante. Et là, vous avez les vaisseaux de Star Wars. Donc voilà, il y a 100 puzzles comme ça dans la base Eterna où il faut trouver la molécule qui se replie dans cette forme-là. Donc, la conception de molécules d'ARN, ça peut être vu comme un problème de recherche et qui est combinatoire parce que il y a entre 4 et 6 choix à chaque fois, et puis c'est des molécules qui ont une taille 100, donc voilà, ça explose. Donc en 2018, il y a un biochimiste qui travaille avec les gens de Stanford qui a appliqué mon algorithme à ce truc-là avec des résultats qui étaient bien meilleurs que les autres approches. Donc il résolvait 95 problèmes sur 100. Et moi, en 2020-2021, j'avais fait un truc qui s'appelait GNRPA, qui est une généralisation de l'apprentissage de politique de play-out, qui a eu les mêmes performances que Portela avec moins de connaissances à propos des molécules. Ce que faisait Portela, c'était qu'il avait fait des statistiques sur les n-grammes dans la génération de molécules, et ça lui donnait des play-out qui étaient bien meilleurs que les play-out aléatoires et qui lui ont permis d'avoir des records sur ce problème-là. Voilà, donc les applications, à la base, mon article de 2009, il y avait des applications, c'était sur le morpion solitaire. Donc le morpion solitaire, c'était un truc de Pierre Berlequin dans Science et Vie dans les années 70. C'était un puzzle où il fallait jouer le plus de coups possible. Et donc le Monte Carlo, il est plutôt bon pour ce truc-là. Sendgame, c'était c'est comme dans Candy Crush Saga, c'est un jeu, c'est un puzzle aussi. Et le Sudoku, donc c'était les premières applications. Et puis après, voilà, il y a eu la découverte d'expressions mathématiques. On n'a pas vu le cooperative fast finding, le model checking. Enfin voilà, il y a eu pas mal de trucs jusqu'à la rétrosynthèse cette année. Et donc l'algorithme suivant, donc la recherche Monte Carlo imbriquée, c'était 2009. Il y a l'apprentissage de politique de play-out, c'est-à-dire au lieu de faire des play-out aléatoires, on fait des play-out avec une politique, et ça améliore nettement. Donc l'algorithme, il date de 2011, ça s'appelle Nested Rollout Policy Adaptation. Donc il fait de l'apprentissage de politique de play-out. Donc le NRPA, c'est du nested avec de l'apprentissage de politique. Donc il y a différents niveaux d'imbrication. À chaque niveau, il a une séquence qui est la meilleure séquence qu'il a trouvée à ce niveau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il apprend cette meilleure séquence pour modifier la politique. Donc il incrémente le poids du coût de la meilleure séquence et il décrémente les poids des autres. Donc les play-out, c'est du Boltzmann sampling. Donc il a des poids associés à chacun des coups possibles et il joue un coup possible avec une probabilité qui est le softmax de ces poids. Donc l'exponentielle du poids divisé par la somme des exponentielles de tous les poids. Du coup, comme il fait un softmax, l'apprentissage, c'est comme une cross-entropie. Donc ça revient à faire +1 sur le poids du coup qui est le meilleur et moins la probabilité sur tous les coups possibles. Donc ça a permis de battre le record du monde au morpion solitaire. Donc le truc de Pierre Berlequin, là, donc le morpion solitaire, c'est un truc où il y a une croix d'abord, et donc on rajoute un rond et on fait un trait sur 5 ronds à la fois. Et on n'a pas le droit de faire, de retracer un trait qui a déjà été tracé. Et donc le but, c'est de jouer le plus de coups possible à ce jeu-là. Le record du monde, c'est un record qui a été détenu pendant 32 ans par Charles-Henri Bruno, c'est un prof de maths de Bordeaux. Et donc en 2011, il a été battu par le NRPA, par Chris Rosin. Donc là, c'est Chris Rosin qui reçoit le prix du meilleur papier Ishkai pour son algorithme et pour son record en morpion solitaire. Donc voilà, donc c'est des applications amusantes de la recherche Monte Carlo. Après, il y a d'autres applications. Donc, on l'a appliqué en 2012 aux voyageurs de commerce avec fenêtre de temps.
Donc, c'est des problèmes plus contraints que le voyage de commerce. Enfin, le voyage de commerce, en général, c'est la recherche locale qui donne les meilleurs résultats. Quand on rajoute des fenêtres de temps, ça casse la recherche locale parce que avec les fenêtres de temps, quand on swap de ville, ça vérifie plus les contraintes, quoi. Donc, dans un problème plus séquentiel comme ça, où ce qu'on fait, ça dépend de là où on est et du temps où on y arrive, le Monte-Carlo a plus de sens, quoi. Il y a des gens qui l'ont appliqué à l'alignement de séquences, donc c'était Delcamp en 2015. Après, ouais, alors plus que le TSPTW, il y a les véhicules routing problem, donc la logistique, où on a plusieurs véhicules qui doivent visiter un ensemble de clients, et donc il faut optimiser le Mexpan, par exemple, de la visite de tous les clients, ou la distance parcourue par tous les véhicules. Donc là aussi, donc Edelkamp, il a appliqué ça en 2016 à ce problème-là. Et nous, enfin, j'avais encadré un stage chez EDF où on avait appliqué ça aux véhicules d'Enedis. Donc on faisait les tournées des véhicules des agents d'Enedis. Et donc avec l'algorithme de Monte-Carlo, le Neston Monte-Carlo qu'on avait utilisé, donc c'était du NRPA, on avait des résultats qui étaient 5% meilleurs que la recherche locale qu'ils utilisaient. Et du coup, comme c'est des millions de kilomètres parcourus chaque année par les agents d'Enedis, ça fait des gains importants. Une des dernières applications, c'est le trafic Internet. Donc ça, c'est la thèse de Shen Dong qui fait une thèse chiffre chez Orange. Donc dans le trafic Internet, on a des protocoles comme OSPF qui prennent le plus court chemin pour aller d'un nœud à un autre. Et le plus court chemin, il est calculé sur le graphe, enfin, sur le réseau Internet, où chaque arc, il a une valeur, donc une valeur entière, par exemple. Et on calcule le plus court chemin en utilisant ces variables entières. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter la congestion, c'est pour éviter que tous les paquets passent par le même endroit, et donc de façon à varier les trajets des paquets. Et donc, c'est un problème combinatoire difficile parce que il y a plein de valeurs entières possibles pour chacun des arcs. C'est exponentiel en fonction du nombre d'arcs, et les réseaux peuvent être assez gros. Donc, c'est vraiment un problème pour la recherche de Monte-Carlo est adapté parce qu'on cherche une aiguille dans une bolle de foin, c'est-à-dire qu'il y a énormément de combinatoires. Et faire des play-out, ça a du sens pour ce problème. Donc là c'est le papier qu'on avait publié en 2021. Donc on a la recherche locale qui fait comme ça, avec le nombre de nœuds du graphe, et la recherche Monte-Carlo qui est comme ça, et la lower bound qui est comme ça. Donc on est bien meilleur que la recherche locale sur ce problème, quoi. Après, un truc marrant qu'on a fait l'année dernière aussi, c'est avec mon doctorant Milorò Querol. On a fait la réfutation de conjectures en théorie spectrale des graphes. Donc, la théorie spectrale des graphes, c'est un truc où on a la matrice d'adjacence, et puis on calcule les valeurs propres dessus, et puis on veut avoir des propriétés sur les valeurs propres. Et donc, il y a des logiciels qui génèrent automatiquement des conjectures de graphes. Donc, il y a un truc qui s'appelle Graphity qui fait ça, ou enfin, il y en a d'autres. Et donc, l'idée, c'est on a une conjecture, et ça s'évalue très facilement sur un graphe, une conjecture, parce qu'on calcule les valeurs propres et on regarde si ça vérifie la conjecture. Donc ça se calcule en temps très court. Et l'idée, c'est de réfuter la conjecture, c'est-à-dire de trouver le graphe pour lequel la conjecture est fausse. Et ça se fait bien avec de la recherche Monte-Carlo qui construit un graphe aléatoirement et va chercher à optimiser la réfutation de la conjecture. C'est-à-dire qu'on peut avoir une évaluation réelle de à quel point la conjecture est réfutée, puisque en théorie spectrale des graphes, c'est des valeurs réelles, et donc on sait si on est proche ou pas de la borne qui est donnée par la conjecture. Donc là, on avait pris des conjectures qui étaient déjà réfutées et des conjectures qui n'étaient pas encore réfutées. Donc sur les conjectures de Graphity qui étaient déjà réfutées, on a réussi à les réfuter très rapidement avec la recherche Monte-Carlo. Celles qui n'étaient pas réfutées, on n'a pas réussi à les prouver, sauf une où on a réussi à trouver une réfutation d'une conjecture qui était a priori ouverte. Donc voilà, donc c'est la thèse de Milot. La thèse de Milot, c'est utiliser la recherche Monte-Carlo pour créer des structures.
Ah oui, je vous ai parlé un peu de GNRPA. Donc, GNRPA, c'est Generalized Nested Rollout Policy Adaptation. Donc, quand on faisait du NRPA, on avait l'exponentielle de W sur la somme des exponentielles de W. L'idée de GNRPA, c'est de rajouter un biais, donc une heuristique, qui va biaiser les choix au début des play-out, de façon à privilégier les trucs qui sont a priori bons parce qu'on a une connaissance du domaine qui nous dit bah, ça, c'est en général mieux que ça, quoi. Donc sur le voyageur de commerce avec fenêtre de temps, ça marche extrêmement bien. Donc si on a l'évaluation d'un problème d'un play-out au voyageur de commerce avec fenêtre de temps, c'est combien de fenêtres on a ratées. Donc il y a moins 1 million à chaque fenêtre qu'on a ratée. Et puis après, il y a la distance totale qui a été parcourue en faisant le tour du voyageur de commerce. Donc c'est pour ça que là, on a des valeurs très très petites pour le NRPA, parce que il a du mal à converger vers une solution qui respecte toutes les fenêtres de temps. Alors que quand on fait du GNRPA, c'est-à-dire que quand on fait un biais qui est assez simple, hein, qui est en gros la distance entre deux villes, tout de suite, il converge vers des valeurs, vers des fenêtres qui respectent toutes les contraintes et bah, il s'améliore au cours du temps. Sur Eternascence, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'utiliser des n-grammes qui donnent des probabilités pour chacun des nucléotides. Et utiliser GNRPA, ça améliore très nettement par rapport à ne pas utiliser d'heuristique pour ce problème. Donc pour la conception de molécules d'ARN, voilà, un biais, utiliser un biais, c'est important. Donc ouais, c'est avec ça qu'on a trouvé les 95 séquences sur les 100 possibles qui sont résolues par le GNRPA. Donc ça, c'est les applications du NRPA. Donc on avait fait aussi du packing. Donc l'article original, il y avait de la génération de cahiers de mots croisés, de la coloration de graphes, et il y a Maxime Elkaël qui a fait du slicing 5G, donc c'est sur les réseaux d'Orange, c'est les réseaux virtuels. Et puis les autres, je vous en ai parlé. Bon, donc la recherche Monte Carlo, donc c'est appliqué à plein de trucs. Le truc qui a marqué le plus de gens, je pense que c'est AlphaGo. Donc c'était le programme de DeepMind qui jouait au Go et qui a battu Licedol. Donc ça, c'était Licedol contre AlphaGo. Donc c'était mars 2016. Donc AlphaGo qui a gagné 4-1 contre Licedol en utilisant la recherche arborescente Monte Carlo et du deep learning. Et en 2017, le joueur de Go qui avait le meilleur Elo rating, c'était Kejié, donc c'était le vrai champion du monde, et ils l'ont battu 3-0 assez facilement. Après, il y a eu AlphaGo 0. Donc l'idée, c'est AlphaGo, il utilisait des parties de joueurs professionnels pour entraîner son policy network. AlphaGo 0, il part de 0. Il part sans aucune connaissance du jeu de Go, et juste en jouant contre lui-même, il arrive à dépasser AlphaGo. Donc il utilise PUCT, le bandit que je vous ai présenté tout à l'heure. Et un des trucs sympas qu'ils ont utilisé, c'est l'utilisation d'architectures de réseaux de neurones résiduels qui permettent d'apprendre beaucoup plus vite et avec des réseaux beaucoup plus profonds, donc avec un pouvoir de représentation beaucoup plus élevé que les réseaux qui étaient utilisés dans AlphaGo. Donc ça, c'est un papier que j'avais publié juste avant eux, donc ils ont été sympas, ils m'ont cité, et ça permet d'avoir voilà, une politique et une évaluation bien meilleure que AlphaGo. Et l'autre amélioration notable qu'ils ont apportée, c'était de partager un tronc dans le réseau avec un réseau qui avait deux têtes, une politique, une valeur, plutôt que d'avoir deux réseaux séparés. Et ça aussi, ça leur a permis un gros gain. Alors, j'ai la batterie faible. Je ne sais pas. C'est bon. Je clique sur... OK, super. Donc AlphaGo 0, c'est résumé dans ce slide. Donc l'idée, c'est qu'on joue des parties en self-play. Donc ça, c'est une partie qui est jouée. À chaque fois, pour chaque état de la partie, on fait une recherche arborescente Monte Carlo. Donc on développe un arbre avec PUCT. Et dans cet arbre, donc pour chacun des coups possibles sur l'état, on a le nombre de fois qu'il a été essayé dans la recherche Monte Carlo. Et donc ce nombre de fois normalisé,
ça donne la politique qui va être apprise par le réseau de neurones une fois que la partie est terminée. Donc, il va apprendre à jouer plus souvent les coups qui ont été très simulés que les coups qui n'ont pas été beaucoup simulés. Donc, c'est du renforcement de la politique avec un Monte Carlo. Et puis, à la fin de la partie, il y a Z, c'est le résultat de la partie, donc gagné pour blanc ou perdu pour blanc. Et ce Z, c'est ce qui est utilisé pour entraîner l'évaluation de la position. Donc, quand on a fini une partie, on a tous les états de la partie avec une politique associée et une évaluation associée. Et donc, ce que fait le réseau de neurones, c'est qu'il apprend la politique et l'évaluation des parties qu'il a jouées contre lui-même. Et il utilise ce réseau pour jouer des parties contre lui-même nouvelles. Donc, le réseau est amélioré. Il rejoue des parties, il réaméliore le réseau, il rejoue des parties, il réaméliore le zéro, etc. Donc, il se renforce sur la politique qu'il découvre au fur et à mesure. Donc ça, ouais, c'est l'article AlphaGo 0. Donc ça, c'était les réseaux type AlphaGo. Donc ils sont à un peu plus de 3000 Elo. Donc c'est niveau champion du monde. Ils ont donc deux réseaux différents et des réseaux convolutifs classiques. Donc les réseaux convolutifs classiques, quand il y a plus de 13 couches, c'est très très dur à entraîner. Ça met très longtemps à converger. Alors que les réseaux résiduels, ça converge tout de suite très vite. Et on peut entraîner des réseaux beaucoup plus profonds. Donc ça, c'est deux réseaux séparés avec des réseaux résiduels. Donc on a un gain de 600 LO par rapport à AlphaGo. Un gain de 600 LO, ça veut dire que le programme il gagne contre l'autre plus de 99% du temps. Et quand on fait dual conf, c'est-à-dire qu'on fait le partage des poids entre la politique et l'évaluation, on a aussi un gain de 600 LO. Et quand on fait résiduel et dual, on a un gain de 1200 LO. Donc ça fait un gain très très important par rapport au AlphaGo de base. Donc les gens de Facebook, ils ont refait Alpha 0, donc un truc qui s'appelle Polygames. Donc c'est une représentation open source de Alpha 0 qui a été appliquée à de très nombreux jeux. Il y a des innovations dans Polygames qui sont la politique totalement convolutive, c'est-à-dire dans le AlphaGo et Alpha 0 de base, il y avait une couche dense à la fin de la politique. Et utiliser une politique complètement convolutive, ça permet d'apprendre beaucoup plus facilement la politique. Et il y a aussi du global pooling dans l'évaluation qui permet aussi d'apprendre beaucoup plus efficacement. Et le résultat qu'ils ont eu, qui était original, c'était de battre le meilleur joueur de Havana, qui était un jeu qui est difficile pour les ordinateurs. Donc ça, c'était 2020. Ce que j'ai fait 2021, oui, alors donc, toujours dans le cadre de l'apprentissage au jeu de Go, j'avais utilisé les réseaux mobiles, donc qui donnaient des meilleurs résultats que les réseaux résiduels. Donc ça, c'est le front de Pareto des réseaux mobiles, et ça, c'est les réseaux résiduels. Donc en abscisse, vous avez le temps de latence, la vitesse d'inférence des réseaux, et en ordonnée, l'accuracy, c'est-à-dire le pourcentage de coups qu'ils arrivent à bien prédire dans les parties de self-play. Donc là, on voit que pour la même latence, les réseaux mobiles sont meilleurs que les résiduels. Et ça, c'est pour l'évaluation. Donc là aussi, c'est la mean square error sur l'évaluation, où le front de Pareto est meilleur pour les réseaux mobiles. Et donc là, ouais, là, je continue à travailler sur les architectures de réseaux de neurones pour le jeu de Go et pour les jeux. Et il se trouve que ce qui marche en computer vision, ça marche aussi bien pour les jeux. Donc là, les mobiles, c'était des trucs qui étaient faits en computer vision. Alors, sur les applications de ce genre de trucs, alors il y a plein de papiers qui sortent en ce moment sur différentes applications de la recherche arborescente Monte Carlo. Une application amusante, c'est le papier Nature en novembre dernier. C'est sur la découverte d'algorithmes de multiplication de matrices. Donc, ils ont utilisé mu0, qui est le descendant d'alpha 0, pour trouver de nouveaux algorithmes plus efficaces de multiplication de matrices. Donc, leur jeu, c'est la multiplication de matrices. Et voilà, alors, pour les petites matrices, ils ont trouvé l'état de l'art, mais pas mieux. Et sur des matrices un peu plus grosses, ils ont trouvé des trucs un peu plus optimaux que les algorithmes qui existaient. Donc ça, c'était recherche arborescente Monte Carlo avec du deep learning, donc du deep reinforcement learning. Donc avec Quentin Coel-Solal, on a fait un truc qui s'appelle Athénant, qui est un système général de jeu, donc un truc qui va jouer, qui part de zéro comme Alpha 0, et qui apprend à jouer à des jeux à partir de zéro.
Alors, contrairement à AlphaZero, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un minimax. Donc, et ce n'est pas un minimax standard. Donc, le minimax standard, il va faire une recherche complète à profondeur bornée. Là, on fait un minimax non borné, c'est-à-dire c'est un minimax qui va développer la variation principale à chaque fois. Donc, il va faire un développement asymétrique de l'arbre en développant à chaque fois la feuille qui est la suite des meilleurs coups joués par les deux joueurs. Donc là, par exemple, le meilleur coup, c'est 5. Là, le meilleur coup, c'est 7. Donc, il va développer cette feuille et voilà. Et après, il va aller encore dans la variation principale pour redévelopper les enfants. Donc, l'algorithme d'apprentissage par renforcement associé à cet algorithme de recherche, il s'appelle descente. Donc, contrairement à AlphaZero, il n'utilise pas de policy network, il utilise juste un value network, donc un réseau évaluateur. Et il joue contre lui-même sans connaissance a priori. Et on a publié le truc dans Hamas cette année, ça s'appelle Minimax Strikes Back, qui est la description de l'algorithme qui permet de faire l'apprentissage par renforcement avec un minimax et juste une évaluation. Donc en 2020, on a eu 5 médailles d'or aux Olympiades. Donc les Computer Olympiades, c'est fait tous les ans par l'International Computer Game Association. On fait jouer les IA entre elles à différents jeux. C'est pour trouver la meilleure IA sur chacun des jeux possibles. Donc en 2020, on a eu 5 médailles, donc à Othello, à Breakthrough, à Amazon et à Clover. Donc déjà, c'était le plus grand nombre de médailles gagnées par un programme à une Olympiade. Le record précédent, c'était 3, qui avait été fait par un prof qui avait 3 étudiants qui faisaient 3 jeux différents. 2021, on a gagné 11 médailles. Donc on a diversifié nos jeux. Donc il y avait toujours Othello, Breakthrough, il y a eu Surakarta, les Dames, Havana et le Hex. Donc c'était sympa. Et là, cette année, on est arrivé à 16 médailles. Donc on a participé à 21 compétitions, donc 21 jeux différents, et on a gagné sur 16 d'entre eux. Donc on a le meilleur programme pour 16 jeux différents. Donc c'était... Voilà, on a battu notre propre record. Après, j'ai travaillé sur du bridge aussi. Alors, bridge, l'algorithme standard, ça s'appelle Perfect Information Monte Carlo. Donc, l'idée, c'est de générer des mondes possibles, de faire des évaluations exactes de chacun des mondes possibles. Et donc, on fait des statistiques sur les mondes qui sont gagnés, les mondes qui sont perdus. Et on choisit le coup qui gagne dans le plus de mondes. Le problème de faire du PIMC, c'est ce qu'on appelle la fusion de stratégie. C'est-à-dire que comme on fait des résolutions séparées dans chacun des mondes, il y a des choses qui sont possibles dans un monde, mais qui ne sont pas possibles dans un autre. Et surtout, dans un monde, quand on fait notre résolution, on va choisir cette action parce que c'est approprié à ce monde, alors que dans un autre monde où le information set, c'est le même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas distinguer les deux mondes, on va choisir une autre action. Et donc, le fait de faire ça, c'est plus mauvais que de faire une recherche où on joue la même action pour tous les mondes qui sont dans le même information set. Donc, Alphamu, ça résout ce problème de fusion de stratégie. Ça résout aussi un problème de non-localité qui est, bon, c'est un peu plus compliqué à expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que l'action qui est optimale localement à un nœud n'est pas forcément optimale globalement. Donc, pour résoudre ce problème de non-localité, on fait des fronts de Pareto, des évaluations des mondes possibles à chaque nœud, et ça permet de contrer la non-localité. Et le fait de faire un arbre de recherche, ça permet de contrer la stratégie fusion. Donc, ces idées, ça a été développé, j'ai fait d'autres choses. Donc, ça a été utilisé dans un programme qui s'appelle Nook, qui fait un truc bien particulier, c'est-à-dire qu'il joue au bridge sur un contrat fixé qui est 1 sans atout, 2 sans atout, 3 sans atout, avec une enchère fixée, et il joue le déclarant contre deux défenseurs qui sont W-Bridge 5. Donc, c'est le programme qui est champion du monde des programmes, c'est le meilleur programme de bridge qui existe. Et on fait
Le but, c'est de jouer le mieux possible contre double bridge 5 en défense sur un contrat fixé. Donc, c'est une restriction du jeu de bridge. Et on a fait jouer 8 champions du monde contre mon programme à ce jeu. Et le programme, donc ça, c'est les 8 champions du monde qui jouent contre mon programme à la BPI. Et donc, le programme a joué mieux que les 8 champions du monde sur cette restriction du jeu de bridge. Donc, ça a donné lieu à pas mal de couvertures de presse. Donc, ça, c'est l'article du Guardian en mars ou avril 2022. Voilà, donc je vous ai présenté différentes applications de la recherche Monte-Carlo dans les jeux et en dehors des jeux. Donc, Monte-Carlo Research, qui est le truc initial. Après, Monte-Carlo imbriqué, le Deep Reinforcement Learning et puis la planification au bridge. Voilà, je vous remercie pour votre attention.